logique à Epitech Montpellier. On est heureux d'accueillir ce soir l'événement Human Talks organisé par les Human Coders. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous allez profiter de cette belle soirée avec nous. Merci. Alors bonsoir tout le monde. Bon, c'est bon, ça marche. Bah ouais, hein, faut... Ah non? Ah d'accord, bon. Ah ouais. Ah, mais de toute façon, ça va être vite fait. Juste pour préciser que les talks sont censés durer 10 minutes, donc on va mettre un chrono. Et puis voilà, quoi, tu peux y aller. Ouais, ça va. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez réexpliquer le principe des talks pour ceux qui n'étaient pas là? Donc le principe des Human Talks, c'est de se réunir environ tous les 2 mois pour faire des mini-confs de 10 minutes sur des sujets variés concernant la programmation, l'informatique en général. Et donc c'est des sujets qui sont adressés aux développeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des sujets, c'est pas forcément des choses que vous maîtrisez au niveau comme des professionnels. Si c'est juste des choses qui vous passionnent, n'hésitez pas à proposer des sujets sur le site de Human Talks. C'est parti? Des questions? Bon allez, c'est parti. Alors aujourd'hui là, pendant 10 minutes, on va apprendre à implémenter donc un langage informatique. On va voir un peu ce que c'est, comment on implémente un langage informatique. Donc j'ai pris ici le Skyme. Donc c'est pas Shem, hein, c'est Skyme. Alors qu'est-ce que c'est que le Skyme? Alors le Skyme en fait, c'est un langage informatique où on peut dire qu'il y a des parenthèses partout. Vous voyez, hein, des parenthèses partout. Donc en fait, c'est un langage qui a été dérivé de Lisp, qui a été créé au MIT pendant les années 1970. Et bon, sa syntaxe est assez simple, donc on va partir sur ça. Et on va dire, on va voir comment interpréter ce langage. Alors, au départ, on a une chaîne de caractères. Vous êtes d'accord? Notre objectif, la première phase en fait dans l'analyse d'un langage informatique, c'est de découper cette chaîne de caractères en des tokens. Donc c'est des entités du langage informatique. Donc là, on ne va pas se casser la tête, hein. Comme on a un langage qui est très simple, donc on part de ça, donc une simple chaîne de caractères, et on doit arriver à ça. Donc vous voyez, donc toutes les entités sont séparées, dont les parenthèses. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des espaces au niveau des parenthèses, et on split. Et voilà. Et là, en fait, vous avez fait ce qu'on appelle un lexeur. Donc c'est la première phase de l'analyse d'un langage informatique. Et on ne va pas expliquer ce qu'il y a derrière, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est fait en 2 lignes de code, c'est très simple. Vous avez les équivalents pour... vous avez des outils qui sont faits en C, donc Lex ou GNUFlex. Il y a leurs équivalents dans les autres langages. Donc si vous voulez vous intéresser à ce domaine-là, qui est utilisé en particulier dans le réseau pour interpréter les protocoles. Donc on a notre chaîne, notre suite de tokens. Et notre objectif, au final, c'est avoir un arbre, ce qu'on appelle un AST, arbre de syntaxe abstrait. Alors comment on fait ça? Eh bien en fait, il faut savoir que dans le DinoSkyme, dans le Skyme, il y a eu un lapsus. Dans le Skyme, les nœuds sont des parenthèses. Donc voilà. Et en fait, le plus 1, le plus 4 et 2, ce sont des feuilles de l'arbre. D'accord? Vous suivez? Donc, on décrit ça par une syntaxe EBNF. Donc, vous trouverez ça souvent si vous faites de l'analyse de langue informatique. Donc, on a soit un entier, soit un réel, soit un symbole, comme le plus, soit des parenthèses et une suite d'expressions. Et on peut noter la récurrence entre expression ici et expression ici. Donc, en code en Python, c'est assez simple, en fait. Donc, si on n'a rien, on dit lol. Sinon, on regarde le premier argument. Donc si c'est une parenthèse, on commence un nœud. Donc c'est simple, on génère un tableau. Et donc on peut noter la récurrence ici. Donc on rajoute en fait chaque élément du nœud et on note la récurrence avec parseur. On enlève le dernier élément qui est en fait la fermeture de la parenthèse. Si on est face à une fermeture de parenthèse, là aussi il y a une erreur de syntaxe, parce qu'une fermeture de parenthèse, on ne la ferme pas comme ça. Donc là aussi on dit lol. Et ensuite, si on est face à un élément, donc soit un entier, un réel ou un symbole,
on fait appel à la fonction atome, donc qui va convertir en fait cet élément vers ce qu'il est vraiment, si c'est un nombre, un flottant ou un symbole. Donc là aussi, il y a des outils qui ont été faits, donc YAC et GNU Bison, donc pareil, ils sont très répandus, c'est notamment ceux qui est utilisé pour PHP, bon même si PHP, voilà quoi. Et donc on a un super arbre, donc en fait c'est des tableaux dans des tableaux concrètement. Et la fonction atome, bah, elle, face à une feuille en fait, elle va essayer de le convertir en un entier. Donc si elle n'arrive pas, elle essaye de convertir en flottant, et si elle n'y arrive pas, bah, c'est un symbole. Donc, par exemple, on a 42 en chaîne de caractères, il va le convertir en 42. C'est très simple. Alors, c'est là où on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc, le Scheme, en fait, c'est un langage fonctionnel. Et qui dit langage fonctionnel, bon, après, il y a un niveau de pureté du langage, mais dans un langage fonctionnellement pur, on dit que l'environnement est immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. Donc, un environnement, déjà, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un dictionnaire entre les variables et leurs valeurs. Donc c'est tout simple, c'est ce qui contient les variables avec leurs valeurs, et on ne va pas se compliquer la tâche. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans un langage fonctionnellement pur, c'est qu'on peut définir donc ces variables, mais par contre, on ne peut pas les modifier. Il faut bien avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on dit qu'il est immuable. Donc là, il y a une implémentation en Python d'un environnement. Hein. Donc là, vous avez les noms, vous avez les valeurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un environnement peut être parent avec un autre environnement. On va voir pourquoi juste après. Mais bon, il faut savoir ça. Donc après, ensuite, on met à jour l'environnement, on dit son parent, et après, on a cette fonction find, donc qui cherche donc, le nom de la variable dans l'environnement, et qui retourne donc, soit l'environnement qui contient la variable, soit l'environnement parent qui peut hypothétiquement contenir la variable. Donc dans notre environnement, il faut qu'on mette des choses quand même, hein. Il ne faut pas non plus partir de rien. Donc on va mettre plus, fois, enfin tous les opérateurs, voilà quoi, on va pas se casser la tête. Et donc bon bah là pas grand chose à dire, hein, c'est juste de l'ajout de données quoi, bête et méchant. Et là on va s'intéresser à la définition même en fait d'un langage fonctionnel. Alors un langage fonctionnel, c'est un langage où tout est fonction. Donc il faut bien se dire qu'en fait, on peut envoyer une fonction en tant qu'argument, on peut retourner une fonction, on peut faire de la composition de fonctions. Et donc, à partir de là, il y a une définition bien stricte de ce qu'est une fonction dans la programmation fonctionnelle. C'est qu'on a les arguments de la fonction, le corps de la fonction et son environnement de définition. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a un environnement de définition dans les fonctions. En fait, ici, on a une expression, ça s'appelle le cas combinator. Imaginons, on exécute donc lambda x, donc lambda, enfin une fonction qui prend pour argument x, qui retourne une fonction qui prend pour argument n, et qui retourne x. Donc imaginons, on exécute cette fonction. On va créer un environnement qui contient x, l'argument x. Imaginons, on met 42, paf, on met dans l'environnement x 42. Ça retourne une fonction, vous êtes d'accord? Imaginons qu'on n'associe pas l'environnement à cette fonction. Donc on a toujours cette fonction, mais sans son environnement de définition. Quand on va vouloir exécuter cette fonction, on va créer donc un nouvel environnement avec n, sauf que comme on n'aura pas associé son environnement de définition, le x qui est ici en fait, au départ, il n'existe pas. Donc au final, on ne peut pas trouver le x. Et pourtant, ce code, il est juste. Hein. C'est le principe de la programmation fonctionnelle. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on associe un environnement à chacune de nos fonctions pour qu'il y ait ces variables qu'on puisse trouver la valeur de ces variables, ce qu'on appelle des variables libres. Donc, bon, il y a tout un plan théorique derrière, mais on ne va pas non plus entrer dans le détail. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on associe tout le temps l'environnement de définition à la fonction. C'est tout. Si vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on entre dans le sujet. Alors, on a découpé notre chaîne de caractères, on a fait un arbre, donc des tableaux qui contiennent des tableaux, c'est assez simple. Maintenant, on a fait l'environnement, on a compris le principe d'une closure, enfin d'une fonction. Maintenant, comment on va évaluer tout ça? Ben, c'est très simple. On va envoyer l'arbre, et donc, là, on a ce qu'on appelle les points d'arrêt. Donc, si on n'a rien, ben, on ne retourne rien. Hein. Si on a une variable, on la cherche dans l'environnement. Si on a une valeur qui n'est pas une liste, parce qu'on ne peut pas représenter les listes, on retourne l'élément. Si le premier élément du tableau, c'est un define, on l'ajoute à l'environnement, donc on définit la variable, hein, tout simplement.
Si c'est un lambda, on fait une closure. Donc, comme vous l'avez vu juste en haut, on associe les arguments, le corps de la fonction et l'environnement. Si c'est begin, bon, bah, c'est une séquence de fonctions, on fait une boucle sur tout le reste de la liste et on retourne la valeur de la dernière instruction. Et sinon, c'est une application en fait d'une fonction. Donc c'est simple, on évalue donc chacun des éléments du tableau. On regarde la fonction, ce que c'est. Donc si c'est une instance, donc si c'est une closure, bon, bah, on évalue avec l'environnement contenant donc l'argument, les éléments qu'on veut ajouter et l'environnement de définition de la closure. Et sinon, bah, c'est les opérateurs comme plus, moins qu'on a ajoutés juste auparavant dans l'initialisation de l'environnement. Alors, voilà. On va quand même revenir en arrière pour noter un truc. Alors, si vous regardez bien cette fonction, dans chaque en fait, structure conditionnelle, on a soit un return d'une valeur, soit on fait appel à l'évaluation, donc à la récursion. D'accord ? Donc si vous regardez bien, en fait, notre fonction, quand on l'exécute, soit on termine par un return, soit on termine par l'évaluation. Et cette caractéristique, en fait, c'est ce qu'on appelle une fonction taille récursive. C'est-à-dire que soit elle termine par un point d'arrêt, soit elle termine par sa propre récursion. Et cette caractéristique, elle fait qu'on peut faire une optimisation. Vous allez voir pourquoi on fait des optimisations sur ces fonctions taille récursive. Alors il faut savoir que Python ne fait pas les optimisations taille récursive. Donc en fait, si on prend le code qu'on a fait avant, bah, on peut avoir un stack overflow. C'est assez chiant, quoi. Donc on a vu que notre fonction était taille récursive. Alors qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre une fonction taille récursive et récursive ? Vous connaissez toute la fonction factorielle, je pense. Donc quand on veut calculer le factoriel de 3, on a besoin du factoriel de 2. Quand on veut calculer le factoriel de 2, on a besoin du factoriel de 1. Et quand on veut calculer le factoriel de 1, on a besoin du factoriel de 0. Le problème, c'est qu'à chaque récurrence, il y a des données qui se font en plus. Et on va dire que c'est assez lourd. Et ça peut amener au fameux Stack Overflow. Alors ce qu'on fait, c'est une sorte d'optimisation. Et en fait, on va prendre les arguments et on va rajouter ce qu'on appelle un accumulateur, ici le A. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va exécuter la fonction. Et ensuite, au lieu de faire la récurrence, comme ici, on va tout simplement changer les arguments de la fonction. Et on va revenir au début de la fonction. Vous suivez ? Donc, on exécute notre fonction avec les arguments, et on change ensuite ces arguments avec leur résultat, et on retourne au début de la fonction. Et la finalité, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir donc des récurrences comme ça, qui s'embriquent, on a une itération, une boucle en fait. Donc, si vous regardez bien, au final, on fait que on exécute le code, on jump, on exécute le code, on jump, on exécute le code, on jump, et après, paf, on retourne le résultat. Et donc, on peut assimiler ça à des boucles, donc à l'aide de ce qu'on appelle un accumulateur ici, qui se modifie tout le long, et on garde la sémantique de la récurrence. Et pourquoi on la garde ? Parce qu'en fait, parfois, il y a des problèmes qui peuvent se résoudre que par récurrence, enfin, qui sont plus faciles à résoudre par récurrence. On peut citer par exemple la tour d'Hanoï. Essayez de la faire en itératif, vous allez vous casser les dents. Et donc, on utilise cette technique pour, au final, optimiser les fonctions récursives et garder la sémantique de la récurrence et éviter surtout le stack overflow. Et donc, si on reprend notre fonction eval, elle est taille récursive, et donc on va essayer de la transformer en... On va essayer de faire l'optimisation, vu que Python ne la fait pas. Et donc le principe, c'est toujours le même. On a une boucle, comme vous voyez, donc qui retourne au trou. Et donc, en fait, donc on a nos points d'arrêt, donc toujours les mêmes, hein, ils ne changent pas. Et en fait, au lieu de faire un retourne de l'évaluation des arguments pour toutes ces instructions-là, on va juste changer le X. On va en fait changer donc l'argument, au final. Et donc la finalité est que, par exemple, on arrive sur le if, donc le X sera égal à la nouvelle instruction qu'il faut faire, et paf, on rejump. Vous savez, comme on a fait juste avant. Bon, c'est assez compliqué, mais il faut savoir que cette optimisation est faite dans absolument tous les langages fonctionnels. Il y a Python, PHP qui ne le fait pas, et le C le fait à partir d'un certain niveau d'optimisation. Je trouve que si on veut faire un langage fonctionnel, cette optimisation, elle est presque nécessaire. Alors, voilà. Si on mélange tout, bah, ça fait des chocs à pic.
Non, sérieusement, vous prenez la tokenize, donc la fonction tokenize qui sépare donc tous les tokens. Vous la mettez en tant qu'argument pour la fonction parseur. Ce qui en résulte de ce parseur, vous l'envoyez à l'évaluateur et vous avez interprété un langage informatique. C'est tout. Alors, c'est un domaine assez compliqué. Là, j'ai surtout fait assez rapidement, en 100 lignes de code de Python, 98 lignes pour être plus précis. On ne va pas vraiment entrer dans le détail, mais si vous voulez, il y a mon GitHub qui contient donc un compilateur et un interpréteur. Donc là, c'est encore un autre niveau. Il y a d'autres points techniques que je n'ai pas voulu parler ici. Et donc, si vous voulez des questions, vous avez mon mail. Et voilà, si vous avez des questions. Donc, personne, c'est bon. Ouais, bon. Merci. Donc ensuite, je sais plus l'ordre, c'est peut-être l'introduction au CoffeeScript. C'est parti. Ah oui. Ah ouais, mais c'est un système assez chiant. Je prends plutôt celui-là. Ouais.